Je suis très touché d'être invité à participer, très honoré sur ce thème qui me tient profondément à cœur, du cheminement de l'âme et bien sûr de l'exercice de la liberté à travers les contraintes de notre incarnation. Et je suis heureux d'apporter cet axe que vous m'avez proposé, l'équipe et toi, Barbara, sur la CNV et la dimension spirituelle. L'approche de la CNV est surtout connue comme une approche de communication, d'expression de soi de façon plus claire, même quand les choses sont délicates, et d'écoute de l'autre, même quand les enjeux sont délicats ou difficiles à percevoir, que le ton ou les mots peuvent être désagréables à entendre. Donc, il y a une dimension horizontale qui est bien connue dans l'expression et l'écoute. Et bien sûr que la CNV aide à cette dimension horizontale. Toutefois, en la pratiquant depuis maintenant bientôt 25 ans, je perçois de plus en plus clairement combien d'abord et en amont de cette horizontalité, il y a une capacité à entrer, elle nous permet de développer une capacité à entrer au plus intime de nous-mêmes, à développer donc une bien meilleure communication, un bien meilleur lien, un bien meilleur ancrage à l'intime de nous, en descendant dans des prises de conscience successives de nos besoins, derrière nos besoins, derrière nos besoins, comme des poupées russes. Les poupées russes, nous le savons, sont creuses pour accueillir systématiquement la suivante, qui est encore creuse pour accueillir la suivante, ainsi de suite, jusqu'à l'ultime poupée russe qui, elle, est pleine. Quel sera pour chacun de nous dans notre cheminement l'état de plénitude? Et c'est ça que la CNV permet de trouver. Sentir que, partant de besoins évidents, au premier regard, j'ai besoin d'or, j'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de reconnaissance. Bien sûr, tout ça sont des besoins très importants pour nous. Si je reste accroché à ce niveau-là, je vais me rendre la vie extrêmement difficile parce que la vie n'est pas toujours harmonieuse, je n'ai pas toujours l'appartenance que je souhaiterais avoir, je ne suis pas forcément reconnu comme je l'aimerais. Et donc, si je reste à ce niveau-là, ça va me rendre la vie pénible. J'ai donc besoin de passer à un cran de conscience plus intime, plus fin, qui me rapproche de mon être profond. Assez souvent, ça va être la même formulation. J'ai besoin de trouver l'harmonie à l'intérieur de moi-même, quels que soient les désordres et le chaos parfois autour de moi. J'ai besoin d'apprendre à reconnaître l'être que je suis, même si ce que je fais, ce que je dis, ce que je suis n'est pas forcément reconnu à l'extérieur. J'ai besoin d'expérimenter une sensation profonde d'appartenance à la vie, à l'intime de moi, même si je ne fais partie d'aucun groupe à l'extérieur. Et donc, on voit qu'en travaillant cette conscience de plus en plus, ce discernement de plus en plus grand, nous en ancrons à l'intime de nous pour commencer à côtoyer ce qu'on peut appeler l'âme, c'est le thème de ce forum, ou l'être en nous à travers, avec un grand E bien sûr, et qui est commun à toute chose. C'est l'être que nous cherchons à rencontrer, me semble-t-il, dans nos cheminements. Et ce que j'observe, c'est que concomitamment avec cet ancrage en nous-mêmes, il y a vraiment comme un processus d'éveil du discernement, d'éveil de conscience, comme si nous hissions une antenne pour capter de plus en plus finement ce sur quoi la plupart des traditions semblent s'entendre. C'est le mot souffle, capter le souffle. Ce mot semble ne pas faire peur à personne, ne faire peur à personne, ne pas créer d'effarouchement, de résistance. Nous sentons bien que c'est le souffle qui nous maintient en vie, d'abord pour nous-mêmes, évidemment, dans notre propre respiration, mais autour de nous, dans les autres qu'humains, les animaux, bien sûr, mais également les plantes, les végétaux. Tout est habité d'un souffle qui permet la vie. Et donc, j'aime vraiment rappeler cette triple dimension de la CNV qui va nous permettre d'ouvrir la relation à soi et aux autres sur le plan horizontal, mais également de nous ancrer de plus en plus dans l'être que nous sommes en levant, en éveillant un discernement plus subtil pour capter le subtil. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas là pour l'évident. L'évident, on le connaît. Nous sommes là pour discerner le subtil au-delà de l'évident. Et ça, c'est un apprentissage que la CNV permet de faire petit à petit. Et c'est pour ça que dans les titres, j'ai choisi l'expression de cheminement, parce qu'on indique bien que c'est petit à petit. C'est pas un clic magique sur un ordinateur. Nous sommes très habitués aujourd'hui dans notre éducation, dans nos éducations, à des automatismes, à cliquer sur des portes coulissantes et des boutons et que tout s'enclenche comme ça, sans travail, sans processus. Or, la CNV est véritablement un processus. Marshall Rosenberg, son formateur, avec qui j'ai eu la chance de me former il y a 25 ans, appelait bien ça, process en anglais, un processus, en sorte d'indiquer qu'il y a des rythmes, il y a des saisons, il y a des séquences, il y a des étapes, il y a des sédimentations, il y a des décantations,
il y a des éclosions, il y a des éveils. Et l'image qui me paraît la plus correspondre à ce processus, c'est celle du jardinage. Si vous voulez jardiner un coin de terre, la plupart du temps, il y aura des buissons, des orties que vous aurez besoin d'enlever, de retirer, d'arracher des grosses racines qui vous empêchent de bêcher la terre. Et il y a un travail de nettoyage à faire qui est sans doute inévitable si vous voulez démarrer un jardin. Et puis, vous allez entretenir la terre, vous allez l'engraisser, sans doute mettre du fumier, etc., du compost pour qu'elle puisse s'enrichir. Et puis, vous allez planter. Et c'est pas parce que vous avez planté aujourd'hui que vous avez le fruit tout à l'heure, bien évidemment. Il y a un processus. Et le jardinier est maître du soin, mais n'est pas maître de la saison. Et donc, ça nous invite à l'abandon, à la confiance. Je fais ce que je peux faire et je m'abandonne par rapport à ce sur quoi j'ai pas de pouvoir. Et il y a vraiment donc une dimension spirituelle, c'est que le travail va se faire par quelque chose qui est au-delà de moi. C'est le meilleur jardinier peut planter ce qu'il veut maintenant en plein hiver. Chez moi, on est encore dans une période où il y a du gel la nuit et là, de grosses bourrasques de grêle par les temps qui viennent. Nous sommes dans une période de tempête. Si je plante maintenant, il n'y a rien qui va pousser, c'est beaucoup trop froid. Donc, j'ai besoin d'attendre le bon moment et même si ce sera chez nous plutôt mi-mai après les seins de glace quand on peut commencer les potagers, c'est assez tard par rapport au reste de l'Europe, eh bien, ce n'est pas parce que je plante que j'ai le fruit tout de suite. Et donc, l'abandon au processus me paraît une clé de l'éveil que le travail peut permettre petit à petit. Il y a donc une dimension de cheminement, une dimension de processus, d'étape par étape, qui est précieux de garder pour intégrer un ingrédient fondamental du cheminement intérieur, à mes yeux, qui est le rapport au temps. Un rapport paisible au temps, un rapport doux au temps. Nous avons créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Et quand on court tout le temps, on se dessèche tôt ou tard. Nous avons donc besoin d'apprendre à ralentir. Nous avons besoin d'apprendre à nous asseoir. Nous avons besoin d'apprendre à laisser tout doucement le seau du discernement descendre dans le puits de la connaissance infinie dont nous parlent à nouveau dans des langages extrêmement communs pratiquement toutes les traditions. La plupart des traditions nous disent assieds-toi, fais silence, écoute, descends l'intime de toi et laisse la résonance de la vie, de l'être, de l'âme, du souffle, on met le mot que l'on veut, remonter vers toi pour t'en nourrir. Au fond, c'est pas compliqué. C'est juste que nos esprits un peu tordus, très cartésiens, très logiques, très rationnels, ont appris à aimer les choses compliquées au lieu que simplement de se laisser inspirer par ce souffle intérieur. Et donc, le premier ingrédient du cheminement, c'est de se réapproprier la lenteur, la douceur et assez souvent l'immobilité, non pour ne rien faire, en tout cas non pour ne rien être, mais justement pour se permettre d'être pleinement présent. Alors la dimension spirituelle m'est apparue de plus en plus clairement dans mon cheminement. J'ai grandi dans une tradition catholique très pratiquante, dans une famille aimante et généreuse et bienveillante. J'ai eu cette chance. Et ça m'a à la fois éveillé, cette pratique religieuse, à la dimension spirituelle, certainement, à sentir qu'il y a un au-delà de l'immédiat. Et c'était certainement une démarche d'ouverture. Toutefois, une partie de moi, vers les 30 ans, se sentait à l'étroit dans cette confession, dans cette pratique, dans ce langage, dans ces références. Je sentais que ça approchait quelque chose que je voulais saisir, que je voulais vivre, mais je ne m'y retrouvais pas. Et donc, j'ai cherché par d'autres voies. Et de plus en plus, en devenant moi-même thérapeute et en accompagnant des personnes dans la quête de sens, j'ai pu percevoir ceci. Il me semble que nous, les êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange. Ça gêne aux entournures. Il y a une partie de nous très, très importante, si pas majeure, qui aspire à l'infini. Et je pense que ce langage, quand je l'emploie en conférence tout public et que je ne sais pas du tout donc qui est dans la salle, qui vit ou pas une dimension spirituelle dans son existence, etc., je pense que ce langage peut parler à pratiquement tout le monde sans effaroucher, sans générer trop de résistance. Sentir qu'il y a une partie de nous qui a une quête infinie, ne serait-ce que d'harmonie, de beauté, de joie, de bienveillance, de justice, de santé pour tout le monde. Je pense que chacun de nous aspire à cela. Nous tendons vers cela.
et qu'en même temps, nous avons besoin de nous accommoder de l'espace-temps, ce qu'on appelle le couloir espace-temps. Si je sens cette aspiration infinie, c'est qu'elle indique bien quelque chose qui est en moi, et cependant, j'ai besoin de trouver la compatibilité avec le fait que je suis limité dans ma capacité à faire les choses, à voyager, à bouger, à être à tel ou tel endroit, et à tel ou tel moment, il y a une contrainte, la contrainte de l'espace-temps. Si dans mon travail de connaissance de moi, si dans ma vie, je n'intègre pas cette double dimension et je suis un être infini et le contingentement par moments pénible, eh bien, je me bats contre le contingentement. Et j'en parle comme quelqu'un qui s'est battu extrêmement longtemps contre le temps, alors que c'est un élément de base de la contrainte de l'incarnation. Et vers les 32, 33 ans, une petite voix j'ai commencé à accepter d'entendre une petite voix qui me disait ta course est perdue, est perdue. Ta course est perdue, est perdue. Arrête de te battre contre un élément sur lequel tu n'as aucun pouvoir. Apprends à intégrer l'enjeu du temps dans ta vie. Si cette contrainte est là, c'est qu'elle a sans doute un sens, quelque chose à grandir en toi, à se pacifier en toi par rapport à au fait qu'on ne peut pas faire tout le temps, à toute vitesse, sans exploser tout ou tard en vol, en plein burn-out. Et donc, nous avons besoin, dans notre cheminement, d'intégrer cette conscience qu'il y a à la fois en nous cette dimension d'inspiration à l'infini et le besoin de s'accommoder de ce qui pourrait sinon être vécu comme une grosse frustration, peut-être même une occasion d'amertume, parfois même de violence, et qui est la contrainte de l'espace et du temps. Tant d'enfants font les frais tous les jours de ce que les parents ont du mal à faire ce travail et voudraient pouvoir être compétents en tout le temps, sur tous les fronts, et ont du mal à le vivre simplement et à accepter, je vais faire moins de choses, mais mieux de choses. Je vais être plus présent à moi-même d'abord, parce que la première personne sur cette planète qui a besoin de mon attention, de mon respect et de ma bienveillance, c'est moi. Et donc, je m'apporte ça pour être moi-même capable de transmettre ça par ma façon d'être, par ma dégaine. C'est le thème que je développe dans mon dernier livre, dont on parlera un tout petit peu tout de suite. Et donc, beaucoup d'enfants font les frais de ce qu'il y a une hyperagitation qui se manifeste par beaucoup de violence. Nous avons besoin de nous pacifier par rapport au temps et d'accepter de nourrir la dimension d'infini de notre être par des moments réguliers qui la font tressaillir. Ces moments sont à organiser régulièrement comme une hygiène de conscience. Bien sûr, la prière est une voie très traditionnelle pour ça. Certains ne se retrouvent pas dans la prière, mais la méditation peut nourrir cette part. Personnellement, j'ai grandi ici, je suis dans ma maison familiale en Ardennes belge, dans une forêt. J'ai grandi dans la forêt. Pour moi, la contemplation de la nature, la présence et l'immersion dans la nature a toujours été un état de profond ressourcement et de sensation d'appartenance à quelque chose de vaste qui a prévalu bien avant moi, qui prévaudra bien après, et donc une impression profonde de sécurité. J'appartiens, je suis pas tout seul, je suis un élément d'un grand tout, et ça, c'est extrêmement sécurisant. Et donc, ça nourrit cette fibre en nous. Nous pouvons nourrir également cette fibre de conscience que nous sommes un être infini par l'art, évidemment, la musique, le chant, la danse, la sculpture, la peinture, tout acte créateur témoigne en nous de cette possibilité d'être au-delà de ce que nous sommes en train de vivre dans l'immédiat. Et je nous encourage profondément pour chacun de nous à trouver la façon de nourrir cette dimension d'infini, en sorte que nous puissions nous accommoder de ce qu'il y a 24 heures dans une journée et qu'il y a des choses contraignantes à faire si nous voulons simplement entretenir la vie en nous, prendre soin de ceux qui nous sont chers, assurer la ressource matérielle pour être en subsistance, etc. Et vivre ça de bonne grâce, comme étant l'occasion de faire une expérience d'incarnation. Ce que j'observe dans mon travail, c'est que si nous faisons cet exercice régulier de discernement, je nourris ma part infinie et en même temps j'accepte la finitude dans le quotidien, eh bien, si j'accepte ça avec tout ce que ça suppose comme éclosion, transformation, remise en question, réalignement, mais également poussée d'inspiration, eh bien, je ne suis pas longtemps seul. Je ne suis pas longtemps seul. Il semble que dans ce processus d'éveil, assez vite, vous l'appellerez comme vous voulez, bien évidemment, quelque chose s'instaure. Ou peut-être même que quelqu'un s'installe. Vous nommerez ça comme vous voulez. Mais tout d'un coup, un compagnonnage se ressent,
une fréquentation qui nous fait percevoir, tiens, je suis porté, je suis peut-être même poussé, je suis en tout cas soutenu et accompagné dans ce processus. Et là, personnellement, j'en ai pu, à par moments, avoir les larmes aux yeux en me disant, c'est sans doute ça qu'on appelait Dieu dans la tradition chrétienne dans laquelle j'ai grandi. C'est peut-être même ça qu'on appelle le Christ. Vous mettrez les mots que vous voulez, bien évidemment, là-dessus. En tout cas, c'est tangible. Et ce que je vois dans le processus d'enseignement de la communication non violente que j'enseigne donc depuis 25 ans, c'est que de plus en plus de gens perçoivent ça et viennent à cette expérience et disent, tiens, je suis pas tout seul. Quelque chose se passe qui soutient, qui éveille, qui ouvre. Et tout d'un coup, ce que je voyais comme une voie très compliquée, pleine de buissons, d'épines et d'obstacles, eh bien, comme dans le conte de fées, les buissons s'écartent, les épines se recroquevillent, les ravins se comblent. Enfin, vous voyez, le chemin se fait en avançant. Hein. El camino se hace al andar, disait le poète. Pardonnez mon accent espagnol tragique, mais petit à petit, ça s'ouvre. Et voilà, pour moi, une des puissances que j'aimerais faire connaître de plus en plus, et je suis heureux d'en témoigner aujourd'hui, de la communication non violente, c'est de sentir qu'en travaillant à bien discerner de plus en plus mes besoins derrière mes besoins, il y a cette poussée, cet éveil qui se fait, et je suis de moins en moins donc en action-réaction par rapport aux événements, je suis de moins en moins agité par la surface des émotions, parce que j'ai appris à bien les identifier, à bien discerner, et j'ai développé la capacité à descendre depuis cette surface très agitée, très fatigante, dans un courant de fond qui tout doucement, à son rythme, m'amène vers où je veux aller. Je vois le miroitement des émotions à la surface, bien sûr, la joie, la tristesse, le dépit, la colère, tout ça fait partie de ma vie, bien sûr, mais je suis pas sujet à ça. C'est pas là que je vis, disons. Je le vois, ben oui, mais je vis beaucoup plus en profondeur parce que j'ai développé plus de discernement, plus d'ancrage et aussi plus de cet éveil, de cette antenne qui me permet de capter du souffle. Voilà une perspective à laquelle je nous encourage, particulièrement dans les temps de transition que nous vivons. Nous savons que nous ne sommes pas juste dans une crise, nous sommes dans une véritable transition de civilisation entre deux mondes, un très vieux paradigme basé sur les rapports de force, de pouvoir, de domination, de soumission, de patriarcat. Et donc de valeurs dites masculines très conquérantes, de contrôle, de commande. Et nous sommes en train de nous éveiller à d'autres valeurs petit à petit. Ça se fait pas sans contraction, sans un accouchement, sans une mise au monde qui est pas forcément confortable. Nous sommes en plein dans cette transition-là, je pense. Et ce que j'espère avec bien d'autres, c'est que bien sûr la crise du Covid soit une invitation justement à nous éveiller encore plus, à mettre au monde les valeurs que nous voulons vraiment vivre. Et donc dans cette période, c'est encore plus pertinent que chacun de nous apprenne à connaître le meilleur de soi pour pouvoir le mettre au monde, apprenne à discerner quel est son élan de vie, quel est son fil rouge pour pouvoir le mettre au monde. Dans mon travail, je propose souvent de visualiser le fil rouge. J'ai mis mon petit tableau ici pour vous le montrer. Nous cherchons à vivre alignés sur notre fil rouge. Avec le soleil, je ne sais pas trop si vous le voyez, mais c'est simplement une flèche rouge que je dessine comme ça. C'est tout dessin a ses limites, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai acquis cette conviction que chacun de nous a son fil rouge et que nous sommes très heureux, très joyeux, très soutenus, très portés, très solidaires, très bienveillants, très féconds lorsque nous sommes vraiment sur notre fil rouge, que nous sommes en train de chevaucher notre élan de vie propre. Et inversement, nous sommes malheureux, nous sommes tristes, nous sommes défaits, nous sommes dans une nostalgie de quelque chose que nous aurions préféré mais qui n'est pas là. Nous sommes dans un état de manque alors que nous sentons l'appel de la plénitude. Nous sommes dans un état de dispersion alors que nous sentons l'appel de l'unité. Lorsque nous sommes à côté de notre fil rouge, le fil rouge, c'est ce cheminement-là, c'est de passer de la souffrance à la paix. Et la souffrance, c'est l'impression de dispersion, division, alors que nous sentons, étant un être infini, l'appel de l'unité, de la cohésion, du lien. La souffrance, c'est l'impression de solitude, alors que nous sentons le profond besoin d'une appartenance, mais pas juste une appartenance à nous autres face à des vous autres qui refait de la division et de la séparation, mais une appartenance, je dirais, totale. Tous les passagers du vaisseau terrestre, humains, autres qu'humains, mais également évidemment les végétaux et les montagnes et la pierre et l'eau. Et peut-être même une appartenance cosmique. Nous sentons cet appel-là. Et
bien des mystiques évoquent ces prises de conscience illuminées, de sensations complètes, océaniques, d'appartenance à quelque chose d'extrêmement vaste. Nous sentons cet appel en nous. Et la souffrance, c'est également le fait d'être en action-réaction par rapport aux événements, toujours en but, toujours agité à la surface, comme je l'évoquais tout à l'heure, de l'eau, alors que nous sentons l'appel à être en création de notre vie, un élan créateur, une pulsion créatrice. Et enfin, vous l'aurez sans doute perçu, ce cheminement nous fait passer de l'ego contracté, qui joue petit, qui a peur de perdre, qui compte les coups, qui compte ce qu'il reçoit et surtout ce qu'il ne reçoit pas, tout ce petit ego que nous n'aimons pas beaucoup, mais nous n'aimons pas, savons pas souvent comment en sortir. En tout cas, la plupart des gens ne savent pas trop comment sortir de cet ego-là. Et nous avons besoin de passer de cet ego à l'être, avec un grand E, à l'être qui regarde les choses avec une toute autre altitude, une toute autre perspective, et qui se sent beaucoup plus en paix par l'intérieur, beaucoup plus lesté de profondeur pour traverser les intempéries. C'est pas qu'il n'y a plus d'intempéries, c'est pas qu'il n'y a plus de conflits, c'est pas qu'il n'y a plus de deuil, c'est que simplement il y a une capacité à traverser ça avec un état de paix intérieure stable, transportable et contagieux. Et ceci, à mes yeux, résume essentiellement ce fil rouge. En accompagnant les personnes dans tellement de circonstances depuis 25 ans et en m'accompagnant moi-même, évidemment, je pense que c'est ça que nous cherchons à goûter profondément. La sensation profonde de porter en soi un état de paix stable, qui n'est plus sujet aux événements, aux circonstances, qui est transportable à travers les circonstances de vie, les étapes, les difficultés, les intempéries qu'on se prend parfois en pleine figure, et un état de paix qui se révèle contagieux, généreux, et qui laisse donc derrière nous un sillage de bienveillance, un sillage de joie fine, de joie stable. Alors, on n'est pas toujours sur ce fil rouge, on s'y maintient pas toujours. Ce que j'observe seulement dans mon cheminement et dans celui des personnes que j'accompagne, c'est que nous pouvons développer la capacité à y rester plus longtemps que précédemment et à revenir dessus lorsque la vie nous en a peut-être fait culbuter. Comme on tombe de son cheval par moment, on apprend à remonter plus rapidement sur son cheval, à retrouver l'aisance de chevaucher notre fil rouge. Alors, voilà ce que j'avais à cœur de vous partager sur cette dimension spirituelle que j'espère très, très concrète, évidemment, qui nous permet d'être un citoyen au bon endroit, qui a appris à connaître le meilleur de soi, à clarifier qu'est-ce qui pourrait être son ego, pour le laisser tranquillement vivre sa petite vie sans prendre toute la place. Je ne dis pas qu'on peut se débarrasser complètement de l'ego, c'est peut-être ça qui donne notre couleur particulière, notre ton, mais dans le grand orchestre, notre vibration dans la grande symphonie. Mais peut-être pas peut-être, certainement, ce que nous pouvons apprendre, c'est à le mettre gentiment à sa place pour qu'il ne nous envahisse pas et que ce soit l'être en nous qui vive et qui crée. Petit mot sur la liberté. Le thème de mon intervention, c'est la CNV, un cheminement, on l'a vu, spirituel. J'espère que je vous en partage quelques notions dans ce que j'en comprends. Pour plus de liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté? Eh bien, il y a beaucoup de divisions de ça, bien sûr. J'ai pu travailler au début avec des jeunes cet enjeu-là quand je commençais à enseigner la CNV, des classes, juste avant la fin des humanités, enfin on appelle l'humanité en Belgique, là, un peu avant le bac, 16-17 ans. Et souvent, quand je leur disais, on va travailler sur la liberté, qu'est-ce que c'est que la liberté pour vous? J'avais toutes sortes de réponses, assez souvent rigolotes ou potaches, selon le cas. Mais parmi ces réponses, j'avais souvent, mais monsieur, c'est faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Oui. Alors, je souscrivais à cet élan. Chez le jeune, je dis bien sûr, tu aimerais faire ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Je comprends ça. Alors, le gamin était vraiment tout content, il met un grand sourire. Eh bien, je partage cette vision. Enfin, le gamin se dit qu'un adulte me rejoint et ne me dit pas, c'est pas ça, t'as rien compris. Non, je rejoins. Il y a un appel. J'aimerais, une partie de moi infinie voudrait pouvoir faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Toutefois, disais-je au garçon, ou à la jeune fille, bien sûr, si tu exerces ta liberté d'avancer sur le chemin que tu as choisi, tu marches sur ton chemin, tôt ou tard, tu arrives bien à un carrefour. La Terre, on ne fait pas un chemin tout rond comme ça à travers la planète. Il y a bien un carrefour. Tu arrives au carrefour, il y a plusieurs options. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, le garçon me dit, mais moi, je voudrais prendre tous les chemins qui se présentent à moi comme je veux et quand je veux. Et de nouveau, évidemment, je souscris à cette aspiration. Je dis, comme je te comprends. Mais évidemment, tu aimerais pouvoir ne te priver d'aucun chemin et tous les prendre à la fois. Alors, le gamin est tout content. Pour une fois, un adulte le comprend et le rejoint là où il est. Plutôt que de dire, c'est pas du tout ça, t'as rien compris, il faut choisir.
Je lui dis toutefois, si tu veux vraiment exercer ta liberté d'avancer sur le chemin que tu as choisi, tu n'auras pas fait un pas sur ce chemin-là qui t'intéresse parce qu'il va vers la montagne et ça te plaît beaucoup, que ce plat-là te coupe de celui qui va vers la vallée, de celui qui va vers la mer ou de celui qui va vers le village. C'est pas pour t'ennuyer, c'est pas pour te faire chier, pardonnez-moi l'expression, mais je reprends un peu leur langage, c'est pour te permettre d'avancer sur le chemin que tu as choisi. Mais tu es un être libre. Si tu veux revenir au carrefour, tu le peux, ou prendre un chemin de traverse. Et de nouveau, au carrefour, tu n'auras pas fait un pas sur l'autre chemin que tu as choisi pour aller par là, plutôt vers la mer, que par nature, ce chemin-là te coupe des autres options. Ce n'est pas pour t'ennuyer, c'est pour te permettre d'avancer sur le chemin que tu as choisi. Alors, je vois les yeux du gamin qui réfléchit, ou la gamine, évidemment, et qui lui dit, ah, donc, vous êtes en train de me dire qu'au fond, exercer sa liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on a choisi de faire. Je dis encore un petit élément. Ah, lequel? Si tu choisis ce chemin-là, mais que tu n'as pas renoncé à celui-là, tu es à peine avancé sur ce chemin que tu regrettes. Tu te dis, j'aurais dû prendre l'autre, il était mieux, et puis le troisième aussi était intéressant, et donc tu es en une espèce de danse de Saint-Guy, et tu n'avances pas. Qu'est-ce qui manque pour exercer la liberté? Ah, dit le garçon, je devrais peut-être renoncer complètement au fait que je ne peux pas prendre tous les chemins parce que j'ai envie d'en prendre un. Oui, c'est ça. Il y a une étape de renoncement qui est nécessaire et qu'il est rare que nous ayons apprise. Moi, j'ai grandi, comme certainement beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, dans cette conscience, choisir, c'est renoncer. J'ai entendu ça. Personne ne m'a expliqué ce que c'était que renoncer. Que renoncer, c'est donc faire un deuil, petit peut-être, selon les choix, mais parfois grand. Et qu'un deuil, c'est un processus, ce n'est pas un clic sur l'ordi, ça se travaille. Et ça veut dire qu'au carrefour, quand j'ai plusieurs options, évidemment, je sens intimement, je me laisse sentir, bien sûr, c'est pas une décision rationnelle, je me laisse sentir de plus en plus intuitivement, évidemment, par où ça fait sens d'aller. Qu'est-ce qui fait le plus sens et envie, si possible, on y reviendra. Et qu'en même temps, si je sens que la polarité va par là, je le sens de tout mon être, eh bien, ça suppose qu'en toute conscience, je renonce à ce chemin-ci, à ce chemin-là, à ce chemin-là, et à tout ce qui était possible derrière ça. Et donc, il y a un moment où je fais un processus de renoncement en toute conscience. Pour moi, ça, c'est une clé fondamentale de la liberté, et je n'ai appris ça, je peux le partager en toute sincérité, qu'à l'approche de la quarantaine. Avant, j'étais une sorte d'adolescent qui voulait garder tous les chemins ouverts devant moi. Ça m'a joué de sérieux tours. Ça m'a rendu la vie difficile. Et donc, dans le cheminement vers plus de liberté, thème de mon intervention, la CNV pour un cheminement spirituel pour plus de liberté, il y a ce pouvoir qu'a la CNV de nous amener à ressentir petit à petit, avec davantage de clarté, l'élan de vie. Par là, ma vie a plus de sens par là. En sorte que l'aimantation se faisant vers ce qui fait sens pour moi devient telle que non seulement les chemins qui sont pas forcément les plus directs pour aller vers moi s'écartent facilement. Le deuil est petit, autrement dit. Bien sûr, j'aurais bien aimé aller par là. Bien sûr, c'est pas mal par ici aussi. Mais j'écarte beaucoup plus facilement que quand j'ai pas décerné mon élan et que je suis là vraiment en deuil, mais quel chemin prendre? Et donc, ce discernement se fait permettant d'écarter les chemins qui sont les moins, disons, opportuns ou attractifs pour faire le cheminement. Et ce que j'observe, et de nouveau, je ne demande à personne de me croire, mais peut-être juste de l'entendre, lorsque j'ai pris ce temps de discernement pour aimer ce vers quoi je veux aller, même si je ne l'ai pas encore bien défini, mais il y a des valeurs, il y a une perspective, il y a des besoins profonds, je commence à sentir par où j'ai envie d'aller lorsque je deviens aimant de cette partie de moi, de ces valeurs-là, de ce que je voudrais vivre, eh bien, j'aimante des opportunités de vivre ça. Lorsque je deviens aimant, j'aimante. Et je ne demande à personne de me croire sur parole, mais de le vivre. Souvent, nos difficultés à avancer viennent quand on ne laisse pas suffisamment imprégné par ce vers quoi nous avons envie d'aller. Et j'en témoigne comme quelqu'un qui était, certains le savent parmi vous, j'étais avocat, j'étais juriste, et à un moment, cette vie-là m'a ennuyé, et j'ai senti l'ennui, mais je ne sentais pas encore vers où aller. D'accord, je m'ennuie, je n'ai plus envie de faire ça longtemps, mais vers quoi vais-je aller? Et la CNV a été pour moi un processus de clarification extrêmement puissant pour sentir de plus en plus, en clarifiant mes besoins derrière mes besoins, et derrière mes besoins, la poupée pleine. Là, quelle serait la plénitude, ou en tout cas un état se rapprochant de la plénitude. Et ça, tout d'un coup, ça m'a permis, pas tout d'un coup, pardonnez-moi l'habitude de langage, c'est petit à petit, ça permet de clarifier l'axe et de petit à petit cheminer vers ça.
Dans mon bouquin, mon deuxième bouquin qui s'appelle Être heureux, ça n'est pas nécessairement confortable. J'évoque cet aspect qui fait le lien avec la dimension infinie. Je dis, nous pourrions être dans la vie comme un naufragé qui surnage comme ça dans la tempête. Et moi, j'étais un peu comme ça, un naufragé, en disant, ah, jusqu'ici ça va, je sais encore nager, j'ai encore un peu de souffle. Mais mon Dieu, je vais m'épuiser, c'est plus du tout la vie que je veux vivre, qu'est-ce qui va m'arriver? Et à un moment, en ayant accepté, mais moi, j'aimerais une vie dans ce sens-là. Et pour moi, ça a été, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'une vie qui ait du sens, j'ai envie de développer ma sensibilité, j'ai envie d'utiliser ma sensibilité et de ne plus la voir comme un obstacle. J'ai envie d'être créatif, j'ai envie de servir et j'ai envie d'avoir une implication dans la société. Quand j'ai commencé à clarifier ces éléments-là, eh bien, ça a fait comme une aimantation. Et à un moment, le naufragé que j'étais a senti l'aileron bienveillant d'un dauphin qui vient me dire, viens par ici, laisse-toi couler. Oups. Et je t'amène où tu veux aller. Et je nous invite à faire confiance que la vie nous veut du bien et que si nous prenons ce temps d'intériorité, nous pouvons tous sentir l'arrivée joyeuse et soutenante du dauphin intérieur. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager cet après-midi autour de ce thème de la CNV comme un cheminement spirituel. On aura peut-être l'occasion d'évoquer un peu mon dernier livre avec Barbara, là maintenant, dans lequel je montre certains pièges. Effectivement, si nous voulons goûter la liberté dont nous venons de parler, ça demande d'identifier certains pièges. Vous le savez, on ne peut pas sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans. La seule façon de sortir d'un piège, c'est d'identifier, ah ben ça, ce fonctionnement, cette habitude, ce système de pensée-là est piégeant. Il me limite. Et donc, j'ai besoin de le démanteler pour trouver ma liberté. Et là, on revoit la dimension d'intériorité. C'est que je ne vais pas dépiéger mes systèmes de pensée si je cours tout le temps de choses à faire en choses à faire, comme un petit hamster dans son tambourin. Pour pouvoir observer les pièges, j'ai besoin de m'asseoir régulièrement et dire, tiens, pourquoi j'ai pensé ça comme ça? Tiens, pourquoi j'ai eu ce jugement? Tiens, pourquoi j'ai cette croyance sur moi, sur les autres, sur la vie? Qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça m'aide à vivre? Est-ce que ça me rend joyeux? Est-ce que ça me met sur mon fil rouge? Est-ce que je sens cet état de paix s'installer en moi quand je maintiens ce jugement, quand j'ai cette croyance qui m'habite, quand j'ai ce système de pensée? Et donc, nous aurons vraiment l'occasion de faire un travail, pas nécessairement confortable, hein, c'est bien le titre d'un des bouquins, mais salutaire pour passer à des paliers de conscience successifs, plus éveillants. C'est un processus auquel, évidemment, je nous encourage parce que, vous l'aurez perçu, il a vraiment une dimension citoyenne. Il a vraiment une dimension citoyenne. Notre vie intérieure ne regarde pas que nous, elle conditionne et même féconde notre capacité à être un citoyen généreux, solidaire, partageant, dépouillé de sa coquille d'ego autant que possible et se mettant au service de la vie commune. Il y a vraiment cette dimension qui n'est pas encore souvent perçue, mais c'est ce que j'ai appelé donc l'intériorité citoyenne. Voilà pour le temps d'exposer, Barbara. Je pense qu'on va pouvoir aller aux questions, s'il y en a, en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici pour celles et ceux qui sont dans la salle. Oui, Thomas, merci beaucoup déjà. Moi, j'ai déjà une première. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Oui, très bien. Alors, en fait, j'ai déjà une question qui m'appartient. Hein. C'est comment tu as parlé de stabilité et de présence à soi. Comment on y accède? Parce que ça a l'air très simple quand tu le dis, mais quelles sont les clés? Comment on y arrive à cette stabilité, à cet ancrage? Comment es-tu arrivé à conduire une voiture si tu conduis une voiture? Comment es-tu arrivé à parler une deuxième langue ou troisième langue, puisque manifestement tu parles d'autres langues que ta langue maternelle? Comment es-tu arrivé à utiliser l'ordinateur et l'informatique? Comment es-tu arrivé à faire un sport, peut-être du ski ou du tennis ou du football, enfin peu importe. Ben, la plupart du temps, la réponse est simple, parce que je l'ai souhaité. C'est suffisant? Ben non. Je l'ai voulu. C'est suffisant? Ben non, c'est pas mal, mais c'est pas encore suffisant. Je me suis informé, j'ai lu des bouquins. Et je me suis fait aider. Un peu de coaching, d'accompagnement pour apprendre à conduire la voiture ou apprendre le sport, c'était pas mal. Ben oui. Et puis, ça suffit? Ben non, j'ai dû faire des efforts. Des efforts. Et avec les efforts, c'est bon? Il y a encore un ingrédient, lequel? Ben, le temps. J'y ai consacré du temps. On n'apprend pas une langue en une après-midi. On apprend une langue parce que tous les jours, on la pratique un petit peu. On n'apprend pas le sport ou les mathématiques, le football ou les mathématiques en 3 semaines, ni même en 3 mois. On pratique, on pratique, on pratique. Et un jour, on acquiert la maîtrise, dit-on. Eh bien, je pense que pour la vie intérieure, même si le mot maîtrise est peut-être un peu inapproprié pour cet enjeu-là, en tout cas, la conscience, l'aisance,
La fluidité, et je pense que, et je prétends pas y être, hein, je prétends pas y être, mais je sens que je suis beaucoup plus avancé vers ça que je ne l'étais quand j'étais encore un avocat très agité. Donc, Hmm. l'ingrédient du temps, hygiène de conscience, régularité, travail sur soi. D'accord. En fait, pour ma part, la CNV, je la connais parce qu'il y a 20 ans, j'ai découvert ton livre, hein, C'est d'être gentil, soyez vrai, qui est un best-seller que plein de personnes connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas la CNV, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en quelques mots? Quelles sont les bases? Qu'est-ce que c'est important dans la CNV? De se relier d'abord à leur fil rouge. Est-ce qu'ils sont heureux de la qualité des relations qu'ils ont avec eux-mêmes, avec les autres et avec la vie pour le moment? S'ils sont heureux, pourquoi bouger? S'ils ne sont pas toujours heureux, si régulièrement ils sentent une friction, une difficulté à se comprendre soi, à se relier, à retrouver de la paix, à la sentir physiquement à l'intérieur de soi, une difficulté à se relier aux autres, à dire ce qu'ils ont à dire, mais aussi à écouter ce que l'autre a à dire, et ils ont du mal à comprendre le sens de leur incarnation et qu'est-ce qu'ils font dans ce drôle d'univers, eh bien, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller clarifier qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que ça dit de moi. Ça, c'est la base de la CNV. Nos sentiments sont des indicateurs, comme des clignotants sur un tableau de bord, et ils nous indiquent nos besoins. Nos besoins nourris quand les sentiments sont agréables et nos besoins pas nourris, nos besoins en creux quand les sentiments sont désagréables. Et donc, c'est un tableau de bord extrêmement pertinent pour aller à la rencontre de ce qui fonctionne à l'intérieur de nous. Exactement comme le tableau de bord d'une voiture peut indiquer dans un clignotant ton plein est fait, ok, vas-y, tu peux rouler, et donc on y va en confiance. Mais ce même clignotant peut dire, attention, tu es sur la réserve, tu n'en as plus que pour 25 km alors que tu habites à 50. Et ce clignotant n'est peut-être pas forcément agréable à voir, mais il est très pertinent puisqu'il permet de prendre soin du besoin de carburant dans la voiture. Eh bien, c'est la même chose dans nos sentiments. Tous nos sentiments ne sont pas agréables à vivre, mais ils sont tous pertinents puisqu'ils nous indiquent qu'il y a des fonctions dont nous avons besoin de prendre conscience. La colère, par exemple, c'est pas agréable de vivre la colère, mais il est temps de l'écouter pour comprendre ce qui se passe en moi. Qu'ai-je à dire, qu'ai-je à exprimer, qu'ai-je à transformer, qu'ai-je à lâcher? Il y a toutes sortes de besoins. Et donc, voilà, mon encouragement aux personnes qui connaissent pas la CNV et qui sentiraient le besoin de mieux communiquer sur ces trois axes évoqués juste avant, c'est de s'apprivoiser, d'apprivoiser le langage de la vie intérieure, à nommer ce qui se passe en soi pour sentir de plus en plus clairement cet ancrage, cet éveil et cette bienveillance qui s'instaure. Et je peux voir, et moi-même, j'ai vécu le premier stage que j'ai fait, c'était 4 jours avec Marshall. Dès la première matinée, j'avais pivoté à l'intérieur de moi-même. Je regardais les choses tout autrement. Je me disais, mais mon Dieu, j'étais encore juriste, avocat. Je me disais, mais ça m'éclaire tellement sur les conflits dans lesquels j'ai à travailler. Si on savait ça, comment on éviterait les conflits ou comment on les résoudrait plus vite. Je prenais aussi des prises de conscience significatives sur des enjeux dans ma famille, avec mes proches, des tensions, des agacements, des difficultés, des irritations quotidiennes que l'on pourrait éviter si on avait juste acquis un peu plus de discernement. Intéressant dans ce que tu expliques sur la CNV, c'est que tu dis bien, c'est comme un tableau de bord pour une voiture, le clignotant. Donc, la voiture, c'est bien moi. C'est ma voiture et c'est à moi d'aller voir qu'est-ce que disent mes sentiments et mes besoins et comment moi je peux y répondre. Du coup, je reprends cette responsabilité ou cette créativité pour ma vie. C'est pas les Absolument. autres, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, je reprends ma responsabilité. Ce qui peut nous arriver de plus tragique, c'est de nous installer dans la posture de victime qui se plaint de ce qui arrive, de son enfance, de son passé, sans rien transformer. Et je dis pas qu'il n'y a pas des souffrances. On a pu traverser des souffrances, parfois même des traumatismes ou même évidemment des abus. Ça arrive dans le parcours d'homme ou de femme, bien sûr. Toutefois, si je passe ma vie à ressasser mes traumatismes et à me plaignant de tout ce qui m'arrive, je ne vais pas être très heureux moi-même, je ne vais pas rendre mes proches heureux et je ne vais pas servir le monde. Il me semble qu'il y a là 3 bonnes raisons pour se dire, bon, qu'est-ce que je fais avec ça, hein, et comment est-ce que je transforme ça? Je ne vais pas rester scotché là-dedans. Et ce que je crois profondément, Barbara, c'est que si de plus en plus d'individus savaient quel bénéfice il y a à apprendre à s'écouter pour se transformer, mais tout le monde le ferait, évidemment. Mais si vous avez jamais goûté qu'une mauvaise eau putride, ben vous buvez une mauvaise eau putride. Mais le jour où vous avez dégusté un délicieux jus de pomme du verger ou un très bon vin, ben vous avez envie de boire d'autres boissons, évidemment. Donc, c'est des questions d'habitude. Je nous encourage à ne pas prendre l'habitude à rester dans quelque chose qui est pénible, qui est douloureux, que l'on passe par quelque chose de douloureux. Ça fait partie de la vie, mais nous avons besoin d'avoir cette espèce de réflexe un peu je dirais, de self-défense, d'art martial, de retrouver notre équilibre rapidement.
parce que c'est là que nous sommes au meilleur de nous-mêmes. Alors, j'ai une question justement de quelqu'un qui nous a écouté, qui t'a écouté, excuse-moi. Le fil rouge que tu as dessiné derrière, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça l'écoute de son âme? Quand- Tu vois, plus on est près de ce fil rouge, plus on écoute notre âme, tu dirais, ou tu dirais autre chose. Oui, certainement qu'on peut le nommer comme ça, que ça va de pair. J'affine de plus en plus cette écoute intime, ce réalignement intime avec ce pourquoi je suis là, avec ce que mon âme vient expérimenter sur cette planète. J'ai acquis cette conviction que nous ne venons pas par hasard. Même si notre vie nous semble extrêmement malheureuse, pénible, on ne trouve pas le sens, c'est un passage qui peut être éclairant pour se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran, derrière cet apparent obstacle qui m'invite à me décaper plus profondément encore de couches pour comprendre le sens de ma vie. Donc je rejoins volontiers ce que cette personne partage, c'est vraiment écouter son âme. Je voulais aussi parler un peu de ton dernier livre. Je le Oui, montre là, j'espère qu'on le voit bien, hein. Et le titre, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Moi, je l'ai lu, il est vraiment très beau. Et il y a un exercice en particulier qui m'a touchée, c'est l'exercice sur la gratitude, page 40. Et il est très simple, mais vraiment euh, très profond. Et le livre, il est, voilà. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce livre? merci, Barbara. Oui, volontiers. Ce livre est sorti donc en octobre, le 8 octobre précisément, et il est le fruit d'à peu près 10 ans de réflexion sur ce thème, notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes? Il m'est apparu de plus en plus que si la jeune génération peut par moments être en perte de sens, et on le sait combien de façon assez tragique maintenant en cette période de confinement, en tout cas de crise sanitaire, eh bien, c'est notamment par le fait que les modèles qu'ils ont n'ont pas forcément cherché à savoir qu'est-ce qui fait sens pour moi et qu'est-ce qui fait envie. Et donc, les modèles qu'ils ont, c'est-à-dire les parents, mais parfois aussi les enseignants, sont souvent pris dans une routine un peu ennuyeuse, un peu répétitive, dont eux-mêmes, ces adultes-là, se plaignent. Alors, c'est pas un climat très encourageant. Quand vous arrivez dans une planète qui est au bord de l'effondrement, dans laquelle la pollution est terrible, avec des crises politiques un peu partout, et que vous cherchez du sens, mais vous avez envie de trouver des adultes qui ont travaillé à chercher du sens, à travers la difficulté, parce que rien de bisounours là-dedans, hein, rien, aucun angélisme. On vit une période difficile dans laquelle il y a beaucoup de doutes et d'anxiété, je le comprends combien. Et cependant, c'est pas nouveau sur la planète. Et nous avons donc besoin de sentir que l'être de conscience que nous sommes est à même de discerner le sens qu'il y a à traverser cet enjeu-là. Et donc, ma proposition, sans aucune culpabilité, mon travail n'est jamais culpabilisant, est d'inviter les parents eux-mêmes et les adultes. Le livre s'adresse à tout adulte, même ceux qui ne sont pas en rapport avec des enfants, parce que je pense que chercher du sens dans notre vie, nous en avons toujours besoin, qu'on ait ou pas des enfants. Eh bien, le livre s'adresse à tout adulte qui a envie justement de sentir plus puissamment le fait que ce qu'il vit a du sens et nourrit une profonde envie. Je ne parle pas d'envie de surface, hein, de désir frivole et passager. Je parle d'envie au sens de ce qui me met en vie. Donc vraiment, waouh, ma pulsion de vie profonde. Et c'est pour ça que je évoquais tout à l'heure, j'espère que cette période de chamboulement mondial de la crise sanitaire est une occasion de nous centrer. Nous réduisons nos activités, nous réduisons nos dépenses, nous réduisons nos besoins de surface, s'abriter, manger, essayer de s'assurer une petite ressource, mais peu de contact humain, peu d'occasions de faire des emplettes à gauche et à droite, pratiquement pas de voyage. Donc, vraiment une occasion, une sorte de retraite, une invitation à se recueillir, c'est-à-dire à cueillir ces morceaux dispersés, divers, éparpillés, et à recueillir l'essence de ça. Et donc, une invitation à traverser cette crise comme un laboratoire pour retrouver qui nous sommes profondément. Alors Thomas, il y a une autre question qui est arrivée, c'est quelles sont tes sources d'inspiration à toi? Vous avez encore 2 bonnes heures. J'en ai beaucoup.
Ben, la première, je l'ai nommée, c'est le fait d'avoir la chance d'avoir gardé la maison familiale dans cette nature magnifique ici, d'avoir eu des parents qui m'ont éveillé à aimer la terre, à m'y sentir ancré. J'avais un père forestier, un grand-père pisciculteur et une mère qui adorait les fleurs et le jardinage, le potager. Et donc ça, c'est une occasion de ressources. Je vis dans la conscience profonde d'appartenir à un monde vivant, habité de vie, et qui souhaite retrouver une grande harmonie à travers la disharmonie que malheureusement les hommes mettent. Et donc j'ai confiance dans l'intention de l'univers, qui est l'harmonie, la beauté, le déploiement de la vie. On le voit bien depuis le Big Bang, ben, la vie se déploie dans une grande expansion. Il n'y a rien de fixe dans la nature, dans l'univers, tout est en expansion, les astrophysiciens nous le confirment. Et les seules choses fixes, c'est rigolo d'y penser comme ça, la seule chose fixe d'ailleurs, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est l'homme qui a inventé l'idée fixe, la pensée scotchée, bétonnée à laquelle je m'accroche, mes souffrances, mes blessures, mon traumatisme, ma crainte des autres, mon éco-anxiété par rapport à la crise que nous vivons. Et je m'accroche à ça comme si c'était la seule chose qu'il y a. Donc, nous avons besoin de remettre de la fluidité et de l'expansion là-dedans. Donc, ça, c'est certainement une des choses qui m'inspire. Et puis, beaucoup de lectures sur les traditions diverses. J'aime voir la convergence qu'il y a entre tous les chercheurs de sens, entre les religions et les philosophies. Et ça me nourrit énormément. Et puis, bien évidemment, que ma vie de famille me nourrit beaucoup. J'ai la chance d'être en couple heureux depuis 22 ans bientôt et d'avoir 3 filles. Ça, c'est une source constante de ressourcement et d'inspiration. Merci Thomas. Il y a une autre question. À quoi devons-nous renoncer en cette période de crise? À la certitude. Renoncer à la certitude. On a vécu depuis peut-être les années glorieuses, l'après-guerre, etc., une sorte d'expansion avec beaucoup de certitude, de conviction que les choses allaient être dans cette croissance, cette illusion d'une croissance perpétuelle, sans aucune crainte. Et tout d'un coup, bon, cette crise vient amener de l'incertitude, notamment sur un enjeu fondamental qui est la vie. Je peux choper le virus, peut-être légèrement, mais peut-être plus tragiquement. On est entouré de personnes qui l'ont vécu parfois de façon très rude, très tragique, souffrante ou peut-être même fatale et mortelle. Et donc, tout d'un coup, la mort vient se rappeler qu'elle existe. Et nous avions sans doute un peu oublié ça. Nous avons créé une culture dans laquelle la mort n'a pas sa place. On ne veut pas en parler, on ne veut pas lui faire de la place, on ne veut pas l'honorer. Et c'est à tel point qu'effectivement, des gens meurent tout seuls dans des lits d'hôpitaux. C'est une véritable catastrophe d'imaginer que nous soyons arrivés. Ça doit être une des seules civilisations à ne pas accompagner les morts dans leur dernier mouvement. Donc, lâcher l'addiction à la certitude, le programme, les choses à faire, ce que je contrôle, et s'ouvrir à davantage de lâcher prise et de confiance dans les processus vivants. Notre évolution intérieure, intime, ne pourra pas se faire si nous restons accrochés à une certitude sur soi, sur les autres, sur la vie. Nous avons besoin de démanteler les certitudes pour pouvoir s'ouvrir. La chenille, personne ne dit qu'elle trouve comique sa mue pour devenir papillon, mais elle a besoin d'accepter de quitter la chenille. Sinon, elle ne deviendra jamais papillon. Alors, encore une question sur la communication non violente. Alors, mais si on a une situation de violence intérieure ou externe, quel outil peut aider quand il y a un voyant intérieur qui s'allume? L'écoute de ce voyant, qui peut indiquer un besoin de se protéger, peut-être s'il y a un conflit, une tension, mais aussi, et assez souvent, le besoin de prendre le temps de bien comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre, s'il y a un autre en question, veut, qu'est-ce que l'autre vit. Derrière l'attitude peut-être agressive de l'autre, le ton peut être dérangeant, peut-être même extrêmement dérangeant de l'autre, qu'est-ce que cet humain vit? Et donc, le réflexe de la CNV, c'est de dégainer, si j'ose dire, comme dans les westerns, dégainer l'empathie. Dégainer l'empathie d'abord pour soi, pour se respecter. Et ça s'apprend petit à petit. Moi, je ne savais pas ce que c'était que l'empathie pour soi. Je n'avais jamais appris ça dans mon éducation. Mais avoir d'abord de l'empathie pour soi, pour rester en paix ou autant que possible en paix à travers la circonstance. Et puis, avoir de l'empathie pour ce qui se passe. Et ça, c'est pas facile. Hein. Personne n'a dit que c'est bisounours. Si quelqu'un nous agresse par son ton, ses mots, ses projections sur nous, ça n'est pas du tout facile de rester en empathie. Et c'est là que ça demande du courage et que c'est une discipline de paix que de travailler la non-violence. Hein. On sait faire la guerre, j'aime le rappeler, parce qu'on se discipline.
Mais si on veut savoir faire la paix, c'est une discipline du même ordre et je dirais peut-être Ouais, encore plus facile. c'est ça Vider qu'il un faut. chargeur de mitraillette, finalement, ou une bordée de critiques, c'est assez simple à faire. Mais rester en empathie avec soi-même, si on s'est fait juger, attaquer, culpabiliser, et en empathie avec la personne qui a ce comportement pour garder de l'humanité, ça, c'est du boulot, hein. Et je pense que c'est le signe de notre dignité que d'arriver petit à petit à faire ce travail. Ouais, c'était ça que tu parlais tout à l'heure quand tu disais c'est un entraînement comme un langage ou un sport. Et on l'a pas forcément appris à la maison ou à l'école ou voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on a à apprendre, cette empathie pour nous et pour les autres, hein, ça c'est sûr. Et Thomas, là, une question de ma part. Tu n'es plus formateur en communication non violente, tu es formateur en relations humaines, tu es conférencier et auteur. Est-ce que tu proposes des stages? Qu'est-ce que tu proposes Oui, oui, maintenant? bien sûr. Je propose toujours des stages et des conférences. J'aime appeler la communication, le processus de communication non violente reste mon outil parce qu'il est extraordinairement pertinent, comme je l'ai évoqué, et je l'appelle de plus en plus le processus de conscience non violente parce que ça va au-delà, comme je l'évoquais tout à l'heure, de simplement mieux communiquer. C'est vraiment ouvrir une conscience qui s'est défaite de ces habitudes violentes. J'en parle dans le premier chapitre de mon dernier livre dont tu as parlé, Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes. Dans ce premier chapitre, je montre 5 pièges qui ont formaté nos systèmes de pensée et qui empêchent la fluidité des relations malgré nos bonnes intentions. Et donc, je donne beaucoup de formations pour comprendre ça et apprendre à démanteler dans nos pensées ces programmations. Je les ai appelées des programmations autobloquantes parce que tant qu'on ne les a pas remises en question en soi, elles se reproduisent. Je donne un exemple simple. La première, c'est la culture du malheur. On a grandi dans une culture où on sait ressasser ce qui va pas, on en a déjà parlé, mais on ne sait pas se réjouir de ce qui va bien. On sait s'accrocher à nos blessures, nos traumatismes, mais on ne sait pas s'enchanter de la beauté de la vie qui est tout autour de nous et qui est pourtant bien bien là, présente. On ressasse du passé qui est passé et on oublie de voir la vie qui est là. Et dans cette démarche de culture du malheur, nous avons souvent une sorte de goût du drame. Nous savons réveiller les vieux dossiers qui nous ennuient tous. Nous savons, dans une discussion, pousser sur les boutons qui vont agacer l'autre. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est des habitudes. Nous avons besoin de nous déprogrammer ça. Une autre programmation autobloquante, c'est l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force. Domination, soumission, agression, démission. Dès qu'il y a un différend ou un désaccord, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que quand il y a un différend, on essaye d'avoir raison? Ou on dit, bon, ça va, tu as raison pour avoir la paix, et on s'enfuit dans sa grotte. Hein, on utilise le gourdin de Cro-Magnon pour avoir raison, ou on se recule dans sa grotte. C'est tellement basique et sommaire par rapport au fait, tiens, on n'est pas d'accord, on pourrait très bien instaurer ça comme éducation depuis la maternelle, comme c'est intéressant, assois-toi et explique-moi ta position, je t'écoute. Je souhaite de l'écoute et du respect pour ma posture, ma position. Le minimum, c'est que j'en ai pour la tienne, donc je t'écoute. Et puis je vérifie si je t'ai bien compris, même si je ne suis pas d'accord. Je te donne même de l'empathie pour les sentiments peut-être douloureux que tu vis. Parce qu'avoir de l'empathie pour toi, ce n'est pas cautionner ce que tu vis, c'est simplement réaliser que toi, tu vis ça. Et je crée donc le climat de respect, d'humanité, de bienveillance, d'attention à l'autre que je souhaite avoir en retour. Et nous pourrons arriver au point où nous sommes d'accord que nous ne sommes pas d'accord, c'est pas grave. Ça fait partie de nos cheminements humains. Et je ne cherche pas à avoir raison là aujourd'hui pour nous relier. Beaucoup de souffrances viennent de ce qu'il y a un désaccord. On essaie de résoudre l'enjeu là tout de suite au lieu de simplement accepter, tiens, on s'est écouté mutuellement, merci pour ton écoute. Et toutefois, on n'est toujours pas d'accord, mais c'est pas grave, reparlons-nous demain ou après-demain. Et la plupart du temps, quand nous acceptons le passage du temps, et avec le passage du temps, le passage du souffle, eh bien, le lendemain ou le surlendemain, je l'ai vu tant de fois, l'un ou l'autre revient vers l'autre en disant, tiens, j'ai un peu réfléchi à ta posture d'hier et à notre discussion. C'est pas si bête ce que tu disais. Et assez souvent, ça invite l'autre à dire, ben moi-même, j'ai fait la même chose. Et finalement, ce que tu proposes est intéressant. Et là, en ayant écouté une première position, puis une deuxième position, on va trouver assez souvent une troisième voie qui réconcilie en plus et qui est encore plus riche. Je demande à personne de me croire, hein, mais juste de l'écouter. Il y a plus d'intelligence dans deux cœurs qui essayent de se comprendre, on n'y arrive pas toujours, que dans deux intelligences qui prétendent avoir raison. Thomas, tu as parlé tout à l'heure, il y a une autre question de quelqu'un qui t'écoute. Tu avais parlé de ton travail avec les jeunes.
Qu'est-ce que tu penses maintenant de ces manifestations de violence dans certains quartiers actuellement? La violence, comme l'évoquait Marshall Rosenberg, est l'expression tragique de besoins insatisfaits. Lorsque nos besoins sont satisfaits de reconnaissance, d'appartenance, de sens, de soutien, d'encouragement, d'amour, de tendresse, pourquoi serions-nous violents? Dès qu'il y a de la violence, c'est qu'il y a des frustrations. C'est un indicateur, comme sur le tableau de bord, que des besoins ne sont pas nourris. Et on peut comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de violence, malheureusement, soit la seule façon pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas appris à nommer ce qui se passe en eux, parce que ça figure pas encore dans les programmes scolaires, d'indiquer, il y en a marre, je veux que ça bouge, j'ai besoin que ça change, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin d'un monde que je comprenne, j'ai besoin d'apporter ma contribution, j'ai besoin de sentir que mes talents à moi sont utiles au monde, même si je suis pas dans les rails de l'enseignement officiel et traditionnel, j'ai besoin de développer ma sensibilité, j'ai besoin de savoir comment devenir créatif. Il y a énormément de besoins qui sont malheureusement étouffés par les habitudes, par le ronronnement de la société que nous avons créée. Et donc, la seule façon de faire secouer un peu les choses, c'est malheureusement le passage à l'acte. Exactement comme le parent qui n'arrive pas à s'écouter et écouter son enfant tendrement pour se comprendre quand il y a un différent, peut hausser le ton et envoyer l'enfant dans sa chambre quand il lui envoie pas une baffe. Et donc, cette violence quotidienne perpétuée à tellement d'exemplaires de façon tragique est le signe que nous n'avons pas encore appris à nous comprendre. Et ça devrait être la priorité. Dans tout l'enseignement, depuis la maternelle, bien se comprendre. Donc, bien s'écouter. Et bien écouter, je le rappelle volontiers en faisant le geste, c'est la fermer. Écouter son enfant, c'est la fermer pendant qu'il parle et vérifier s'il a fini. Mais quel est le parent qui fait ça, hein? Combien de parents, en venant faire des stages de communication non violente, réalisent ceci? Mais moi, je ne sais pas écouter. Hein. Je console, je donne des conseils, je cherche des solutions, je rappelle ce que moi j'ai fait à l'époque. De ton temps, j'aurais fait ceci, ou il est temps que tu, ou à ta place, je. Les parents donnent plein de conseils bien intentionnés et complètement maladroits. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui se plaignent de ne pas être écoutés. C'est une vraie souffrance. Et alors, ça se manifeste évidemment au niveau d'un gouvernement. On voit bien, la population ne se sent pas écoutée par un gouvernement qui est dans sa bulle, mais qui n'est pas dans l'empathie pour ce que les gens vivent au quotidien. Nous devrions apprendre l'empathie depuis la maternelle. Oui, en fait, c'était ça la dernière question. Est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre ça à l'école? Et tu viens de répondre déjà à la maternelle, c'est évident. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, c'est en train de chercher. Oui. Et ça commence sûrement par les parents et aussi par les enseignants de voir comment on peut s'écouter, comment moi je peux m'écouter. Et un enseignant qui partage avec ses élèves de le matin, de la première minute, comment lui-même il se sent, ça change quand même la vie dans une classe, c'est sûr. Absolument. Alors, je vais voir la prochaine question. Ah, oui. Que faire pour que la CNV rentre à l'école? Il me semble qu'il y a, tu avais parlé dans ton livre d'une association de l'école, de la CNV à l'école. Oui, bien sûr, j'ai la chance d'être le président ou le parrain d'une association qui s'appelle Déclic CNV et Éducation, créée par mon amie Catherine Schmider et une très belle équipe, Véronique Gaspard et toute une belle équipe autour d'eux qui apporte de l'enseignement de CNV aux enseignants et aux parents. Dans cette idée que si les enfants grandissent dans un climat d'écoute, de bienveillance, d'empathie, de structure bienveillante, parce que la CNV, c'est pas l'abandon de la structure, hein, c'est pas laisser tout faire, mais c'est permettre justement que les cadres soient souples et soient encourageants et soutenants plutôt que contraignants ou culpabilisants. Eh bien, cette association fait un super travail auprès de l'Éducation nationale pour faire passer le message que la connaissance de soi, la gestion des émotions et l'empathie pour l'autre, ce sont des apprentissages citoyens. Ça devrait faire partie de tous les programmes scolaires depuis la maternelle. Et heureusement, cette association commence à avoir l'oreille des inspecteurs de la scolarité de l'Éducation nationale qui souhaitent effectivement encourager cela. Et au-delà, puisque merci à la personne d'avoir posé cette question, je peux vous répondre de façon encore plus personnelle. Imaginez simplement, et je dis ça dans pratiquement toutes mes conférences, que toutes les personnes qui nous écoutent ce soir se disent, mais au fond c'est évident, tout le monde devrait apprendre ça, comme on apprend à lire, écrire et calculer, on apprend à gérer les émotions et à avoir de l'empathie pour l'autre. Ça devrait être un truc fondamental. Eh bien, imaginez que nous soyons tous là où nous sommes, en train d'aller frapper aux portes
aux portes, hein, pas sur les gens, de nos directeurs d'école, de nos échevins de la culture ou des relations humaines, enfin de nos responsables municipaux divers, de nos directeurs de la communication ou du personnel dans les entreprises, dans les boîtes, en disant, nous avons besoin de cours de communication. Dans mon école, je souhaite que mon enfant apprenne autre chose que simplement lire, écrire et calculer, ou l'histoire et la géographie. Des compétences de l'ordre de l'être sont essentielles. Je pense que nous pouvons fomenter une révolution citoyenne, bienveillante évidemment, pour apporter cette dimension qui est encore extrêmement négligée jusqu'ici dans nos structures. Et ce n'est pas par en haut que ça va venir si ce n'est pas demandé clairement par en bas. De nous tous. Thomas, je te remercie beaucoup pour cette conférence et merci aussi à tous les intervenants qui ont posé leurs questions. Merci beaucoup, Barbara, pour l'accueil et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui ont passé ce moment avec nous. Je suis toujours très honoré d'imaginer, là je ne vous vois pas malheureusement, mais qu'il y a des personnes qui écoutent. Merci de votre écoute et au plaisir de vous rencontrer en vrai, j'espère, une prochaine fois.